On a beaucoup. Non? Recording is on. C'est juste que c'est reparti. Ah, Mais vas-y, ok. vas-y. Ouais, non, mais dis, hein, pas de souci. Ok. On a beaucoup parlé de desire, belief, expectancy et Ouais. désir, croyance, attente positive. Et je crois que je n'ai jamais raconté une métaphore que Harry McKnight, qui était un des premiers instructeurs, a souvent donné, que j'ai trouvé génial. Il dit qu'en fait, ce sont pas simplement 3 éléments de programmation, mais ce sont 3 énergies. Et il faut toutes les 3 pour passer de là où vous êtes à là où vous voulez être. Et il a comparé ça à quelqu'un qui jouait au baseball. Et il dit, le désir, c'est toute cette énergie que vous avez quand vous lancez la balle dans l'air. Donc, c'est vraiment tout l'énergie du départ qui le met en mouvement. La croyance, il dit, c'est ce qui va maintenir la balle en l'air. Parce que normalement, il y a la gravité qui va le faire tomber. Il dit, donc, imagine qu'il y a un autre joueur qui saute dans l'air, qui fait hop quand il a commencé et qui fait continuer sur la route. Donc, la croyance va maintenir l'énergie pendant qu'il est en route. Et il disait effectivement que l'attente positive, c'était comme le catcher, celui qui attendait, et c'était presque comme s'il magnétisait ça vers lui, il l'attrape. Donc là, tu as les 3 éléments de programmation. J'ai trouvé ça une métaphore intéressante. Ouais, et puis c'est sympa de parler d'énergie à ce moment-là. C'est vrai que ça remet une dynamique parce que Lille explique très bien souvent, l'esprit a besoin qu'on nourrisse de mouvement constamment. Et je pense que parler d'énergie, c'est chouette de se dire, c'est pas juste j'ai l'envie, point. Non, l'envie, elle doit aussi poursuivre au fur et à mesure cette balle. C'est-à-dire, j'ai envie que le catcher, la personne qui va saisir, c'est-à-dire moi au bout du compte, parce que je suis à la fois celui qui va jeter la balle ou la lancer et la personne qui va récupérer la résultante de ce lancer-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler d'énergie parce que ça nous oriente à avoir un état d'esprit en continu. Pas juste se dire, bon, je l'ai fait, maintenant je laisse tout tomber. Hormis, si on revient à ce qu'on disait sur la vidéo précédente, mais nous, il y a quelques minutes, qui était de dire, quand tu sais que c'est OK, là, je sais que je fais un home run. C'est-à-dire, je balance, j'ai tapé avec ma batte et ça part en dehors de la zone, on ne peut plus la rattraper. Et là, je le sais. Et on le sait, les gars, ils balancent leur batte, ils courent ou ils marchent tranquillement d'une base à une autre. Et ils savent qu'ils l'ont eu. Il n'y a même plus à se poser de questions à ce moment-là. La balle part tellement loin, on sait qu'ils sont en home run. Et là, dans ce cas-là, c'est comme si on s'était dit, bon, bah, c'est bon, je sais que ça va arriver. Parce que je vois que la balle, elle part tellement loin que c'est OK. Je le sais, je l'ai senti. Je sais que c'est bon là-dessus. Je trouve que la métaphore avec le baseball est chouette. Mais vraiment chouette. C'est McKnight qui avait donné ça. Ah ouais, chouette. Oui, Harry McKnight. Il était doué pour ça. Ouais, alors, souvenez-vous, on en a parlé là sur la vidéo avec Burt. Et Harry était quelqu'un qui avait énormément de connaissances et donc qui assez facilement pouvait faire des métaphores et partager au travers de ses connaissances. On en a également parlé avec Ed il y a quelques semaines. Yes, ouais, c'est chouette ça aussi. Ouais. Parler d'énergie. Tiens, c'est intéressant ça, comme type de programmation. À dire ces éléments-là qu'on fait avec les 3 doigts, c'est aussi mettre en place des énergies, une action d'énergie. Et peut-être qu'on peut même jouer sur cette métaphore de mouvement pour créer cette énergie, réunir ces énergies. C'est très chouette. Qu'est-ce qui m'a... Alors, toujours là, c'était dans le 6 Improve Accuracy. Ouais, il aime vraiment le 90-10. Alors, quand je mettais ça, c'est qu'il disait, il y a 10% des personnes qui sont naturellement clairvoyants. Il revient dessus énormément. Il y a 10% des personnes qui sont naturellement clairvoyants. Par contre, j'ai trouvé là aussi, il a quand même un esprit critique qui est assez chouette parce qu'il dit dans ces 10%, donc il y a 10% qui naturellement sont intuitifs, sont des clairvoyants. Pour les personnes que le mot clairvoyant dérange, intuitif, naturellement très intuitif. 20%, ils ont quand même 20%, alors après je ne sais pas comment il a fait ses stats, mais en tout cas 20% d'erreurs pour les clairvoyants naturels. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est doué naturellement, qui est très intuitif, et c'est certain si vous avez fait la méthode ou vous n'avez pas fait de méthode, mais que vous connaissez des gens, il y a des gens ultra intuitifs, mais il y a quand même, c'est pas du 100% de réussite. Et donc il dit, ça se travaille.
Ça se travaille. Le fait d'être le plus possible proche des 100%, bah c'est du travail, on le sait avec les cas. Il y a tout un boulot à mettre en place. Et j'ai trouvé que c'était chouette parce que parfois, on pourrait avoir tendance à se dire « Ah, mais pour lui, c'est facile. » Oui, c'est facile, mais peut-être que les 10 derniers pourcents qu'il doit atteindre pour être à 100%, ça va être très long parce que il faut qu'il corrige des trucs, qu'il améliore certains éléments. Et souvent, souvenez-vous, les personnes qui naturellement font très facilement les choses ne sont pas forcément les gens les plus performants parce que leur facilité les empêche d'aller dans l'effort que vous, si vous êtes moins doué, vous faites depuis peut-être très longtemps et que vous dites c'est un effort en plus, alors que lui, pour se dire mais il faut que j'arrive plus loin, ça va lui demander tellement d'efforts parce qu'il est doué que ça l'embête et que souvent ils ne le font pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marquant. Il y a un élément, donc, toujours dans la vidéo 6 que j'ai trouvé intéressant. Il parlait de personnes qui disent en fait, est-ce que dans notre intuition, on n'aurait pas été mené par le démon? Alors là, j'utilise spécifiquement ce mot-là parce que je trouve que c'était intéressant. Est-ce que c'est pas un travail avec le démon quand on se trompe, quand on est dans l'erreur, etc. Et lui, il recadre et il dit c'est l'ignorance qui est le démon. En gros, la chose qui crée la souffrance, c'est l'ignorance. Et ça, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Je trouve que cette notion est intéressante. C'est la connaissance qui vous amène à plus de liberté et à un mieux-être. Et c'est l'ignorance qui est le problème et ce qui crée la souffrance. Est-ce que ça, tu l'as souvent entendu, cette notion d'ignorance, de souffrance? Est-ce que c'est quelque chose que toi, quand tu le croisais ou que tu allais à ces séminaires, tu l'entendais beaucoup dire ou parler? J'ai pas simplement entendu en C20, j'ai entendu un peu partout, justement. Mais pour José, c'est vrai qu'il avait une passion pour apprendre. Et justement, il considérait que plus il apprenait, plus il serait réussi, et moins, justement, il allait souffrir parce que ignorance, justement, c'est comment dire, on est tous responsables si on reste dans l'ignorance. On a tous la possibilité quand même d'apprendre et pousser toujours les gens à apprendre plus. Et reprenez là-dessus. Et vraiment, ça, Lee vous l'invite beaucoup à le faire et les instructeurs de façon générale. Ce n'est pas parce que le système a été enseigné avec un ensemble de connaissances qui étaient liées à la période qu'on ne peut pas remettre en question certaines choses qui sont dites dans la méthode sur, par exemple, des choses qui ont été prouvées maintenant, qui n'étaient pas prouvées à l'époque, etc., etc. Ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que, au contraire, il est toujours préférable de se dire on remet en question l'ensemble des éléments parce qu'on se dit mais aujourd'hui on ne parle plus de la même chose. Je reviens sur un élément avec Lee, on vous en a souvent parlé, et d'ailleurs c'est amusant parce que là dans ses vidéos il en parle beaucoup, il parle souvent cerveau gauche, cerveau droite. Lee nous a bien expliqué que c'était quelque chose qu'il a appris parce qu'à l'époque tout le monde était OK avec cette idée-là, donc il disait faut aller dans votre cerveau droit, et d'ailleurs on en reparlera peut-être un peu après, je ne sais pas où est-ce qu'on va en finir, mais dans mes notes, c'est un des éléments que j'avais vu où il revient souvent à dire prenez l'information et puis étudiez-la avec le cerveau droit, pas qu'avec votre cerveau gauche. Mais le cerveau gauche, il est indispensable parce que il va vous permettre de traduire, de comprendre et de rendre un peu logique tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre intuition. Donc, c'était une manière de parler, même si aujourd'hui, on sait très bien que ça ne fonctionne pas en cerveau gauche, cerveau droite. Et encore, c'est drôle parce que je lisais encore des articles où certains neuros, pour les gens, quand ils popularisent ou quand ils rendent plus simple l'interprétation du cerveau, vont encore parler un peu de cette notion cerveau gauche, cerveau droite, mais c'est juste la symbolique. Ce n'est pas une réalité aujourd'hui neurologique, on le sait très bien, ça fonctionne différemment. Donc, cette notion-là, il ne faut pas hésiter à aller dans justement la recherche de la connaissance plutôt que croire que la connaissance qu'on a est absolue. Au contraire, remettez en question ce que vous disait Lee. Elle aime beaucoup quand il y a des apprenants qui sont en questionnement, à dire je ne suis pas d'accord, j'ai dit autre chose. Et au contraire, la dernière fois, souvenez-vous, on parlait des ondes gamma et Lee, elle nous sort 2 gros bouquins ondes gamma. Ça veut dire qu'elle s'interroge à se dire oui, d'accord, mais on les place où par rapport à delta, alpha, theta, etc., etc. Et ça, je pense que c'est à peu près, alors tout le monde de façon générale dans la vie, mais pour des personnes qui aiment bien la méthode Silva, restez pas dans une notion obtuse,
Au contraire, ouvrez-vous et prenez de la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, même si ce n'est pas dit avec les mêmes mots, ça se recroise et on voit qu'il y a des choses qui ont complètement du sens dans ce qui ont été expliqué. Et rester avec l'esprit ouvert constamment, je pense que c'est un vrai plus, parce que ça nous évite la souffrance d'être complètement fermé et de croire quand notre monde se brèche un petit peu, parce qu'on se dit « Ah mais oui, mais en fait, c'est pas vrai », bah, on ne se casse pas dans tous les sens, on ouvre au contraire notre potentiel et on arrive dans cette connexion d'apaisement. J'ai trouvé ça très chouette. Dernière petite chose que j'avais notée que je trouve très chouette, qu'il appelle une règle d'or, mais ça revient sur ce qu'on a dit sur les précédentes choses. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse. Et ça, je trouve que ça revient à ce qu'on disait au début, hein. Cette notion de quand je vais faire quelque chose, et là on reprend le coup de l'objectif parce que je trouve que Lee a mis vraiment l'accent sur quelque chose d'hyper pertinent. Pensez que votre objectif, c'est pour vous, bien sûr, mais pensez aussi aux autres. Et qu'est-ce que vous aimeriez que, si vous étiez dans ce succès, ou qu'un de vos potes ou quelqu'un que vous aimez est dans le succès, comment vous aimeriez que lui puisse le ressentir, le vivre, le voir? Est-ce que vous voulez juste de l'attention? Vous voyez comment ça peut être gagnant-gagnant pour tout le monde, et faites toujours à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Je trouve que ça, c'est une belle idée. Et c'est très, très. Silva, on sent que là-dessus, c'est, comme il dit, hein, c'est sa règle d'or. Donc, toujours, l'aspect positif est quand même cool. C'est vrai que vous ne voudriez jamais vous faire du mal à vous-même. Donc, automatiquement, pourquoi vous le feriez aux autres? C'est assez chouette. Après, là, c'était la vidéo 7. C'était pour le travail perso. Donc, oui, justement, ça revient à ce que je viens de dire. Recevoir l'info et la convertir, la percevoir avec le cerveau gauche. Donc, recevoir l'info, on est sur de l'intuition. La convertir pour que ce soit cerveau gauche. Donc, on enlève cerveau gauche, cerveau droite. Hein. On va prendre des mots très hypnose. Votre subconscient va vous donner un ensemble d'informations. Or, le subconscient, vous savez que ce n'est pas forcément hyper logique. Prenez juste vos rêves, c'est un peu n'importe quoi. Par contre, le conscient peut donner du sens et de la logique, en tout cas de la logique. Et vous avez besoin de votre logique. Et c'est pour ça que dans l'étude des rêves, c'est intéressant. Le matin, je me souviens des rêves et je peux repenser à mes rêves quand je suis dans un état plus logique, plus analytique, qui va me donner certainement plein d'informations et plein de choses à chercher dans ma journée. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Quand vous recevez quelque chose, une intuition, ne jouez pas que sur le fait de « je l'ai senti ». Tentez de le rendre aussi logique et analytique par rapport à qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi là j'ai l'impression que je dois partir ou je dois valider ou pourquoi je dois aller voir cette personne ou au contraire je dois partir de ce groupe-là, etc. C'est qu'il y a certainement des choses que vous avez captées et que vous avez besoin au bout d'un moment d'aller vers de la logique pour… Alors après, on pourrait dire que c'est de la rationalisation, mais n'hésitez pas à aller vers de la rationalisation parce que ça va permettre de s'écouter, d'écouter et de croire de plus en plus dans l'intuition. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle façon d'aborder le conscient-subconscient. D'ailleurs, il en parle un peu plus tard, un peu plus loin dans d'autres vidéos. Mais cette notion-là de prendre… J'ai bien aimé parce qu'il dit recevoir l'information et la convertir pour la percevoir avec le cerveau gauche. C'est amusant comme façon d'entraîner. C'est quelque chose que ça aussi, tu avais entendu un petit peu où tu partages souvent avec les élèves à dire quand vous avez une intuition, rendez-le logique et analytique. C'est vrai, mais en même temps, quelquefois, c'est un piège. Parce que quand on fait le travail des cas, justement, si on décrit uniquement, mais ça, je dois dire quand même que c'est plutôt pour les débutants. Parce que les débutants, ils ont tendance à percevoir quelque chose et tout de suite essayer d'analyser. Et souvent, c'est là où ils font les erreurs. Mais si on a quand même assez d'expérience, justement, on a des points de référence et on sait qu'une certaine impression veut dire pour nous une certaine chose. Mais je rappelle, à plusieurs reprises, il y a des gens qui ont perçu quelque chose, ils disent « Ah, mais ça doit dire que… » Et il sort quelque chose qui est plutôt logique, analyse, et en fait, c'est une erreur. Mais ce qu'ils ont perçu, c'était juste. Donc, oui,
d'un côté, il faut quand même qu'on prend cette information et on l'applique dans la vie objective. Donc, c'est plutôt ça, je crois. Il ne faut pas que c'est juste une belle impression et ça ne veut rien dire, mais comment est-ce que je peux interpréter ça et utiliser ça dans ma vie quotidienne? Parce que pour José, c'était toujours ça. Comment est-ce que ça m'aide, moi et les gens et mes proches, dans la vie quotidienne? Parce que si c'est juste une belle idée, ça ne sert à rien. Je trouve que là, le recadrage est intéressant et ça nous fait revenir sur les 50 cas ou les 100 cas. Il nous faut des références. Ces références vont devenir logiques et analytiques au bout d'un moment. On sait que quand je vois bleu, ça veut dire ça. Quand je vois jaune, ça veut dire ça. On va le faire par nous-mêmes. En fait, ça sera une logique qui nous sera une logique très personnelle, qui ne veut pas forcément dire une logique de quelqu'un d'autre. Et effectivement, le travail des cas, et vraiment, n'hésitez pas, faites des cas, faites des cas, faites des cas. Ne vous mettez pas une pression à vous dire, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit bien. Vous gourrez, c'est pas grave. Vous prenez quand même des points de référence. Ça veut dire que ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous allez petit à petit découvrir vos points de référence. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est complètement juste. Souvent, on a une intuition et on va la rationaliser un peu trop vite et on va se dire, ah ouais, mais donc ça veut dire ça. Alors qu'en fait, non, c'est une mauvaise traduction. Mais dès lors, le questionnement est, est-ce que c'est l'info qui a été mal interprétée ou une peur qui a fait qu'on a rationalisé plus que de mesures? C'est un peu compliqué. Et ça, c'est juste l'expérience. Et là, tu as raison. Parce que pour moi, là, ce qu'il disait, c'était tellement logique. Quoi. Ça me paraît cohérent. Moi, j'ai des intuitions, Oui. j'ai des notions. Je sens que je suis dans ma transe. Et je me dis, OK, là, je capte des trucs, mais je capte pas tout. Souvent, c'est ce que je me dis. Je me dis, OK, je me pose un peu. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, je me pose vraiment dans mon conscient à me dire, OK, bah oui, mais oui, ça reprend le sens du subconscient, mais ça commence à se formaliser de façon très concrète pour moi. Mais c'est vrai que quand tu débutes, tu vas dire, ah ouais, mais peut-être que j'ai tort. Mais c'est plus de la peur, je pense qu'à ce moment-là, est-ce qu'on est dans le rationnel ou est-ce qu'on n'est pas, une fois de plus, parfois dans l'irrationnel? Donc, peut-être encore dans du cerveau gauche qui est en train de partir dans tous les sens à se dire, et si, pas bien, etc. Tu vois, je pense qu'il y a un questionnement à se poser là-dessus. Est-ce que la logique est vraiment pervertie à ce moment-là par la peur? Et si c'est la peur, on est dans l'émotion, donc on est dans le subconscient. Tu vois, mais ta remarque, elle est très, très juste. N'hésitez pas, hein, les jeunes de la méthode ou ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps, de nous donner, vous, vos feedbacks par rapport à ça, vos retours. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression que vous rendez trop logique les choses ou c'est simplement par peur de dire une bêtise? N'hésitez pas à partager. Nous, ça nous donne des retours d'informations pertinents. Ouais, un élément que j'ai adoré, et je pense que ça, quoi, moi, ça me parle, mais après, j'ai trouvé que c'était chouette qu'il le sorte comme ça. Il dit, plus tu as d'informations, donc n'oubliez pas, hein, la méthode a pour objectif de nous permettre intuitivement et d'un point de vue aussi hyper concret de prendre de l'info. L'information, on a compris que ça nous permettait d'éviter la souffrance. Petit 1, c'est quand même une bonne chose. Ça nous permet donc d'éviter l'erreur, le dévil, le démon, donc ce qui est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit plus tu as d'infos, plus tu as de chance. Oui. C'est comme donc, en fait, ce n'est pas de la chance, c'est un ensemble d'éléments de référence que tu peux rationaliser ou amener. Mais vu que ça devient des enchaînements logiques, bah oui, tu pourras appeler ça de la chance, mais ça n'en est pas de la chance. Même si on pourrait dire, quoi, on revient sur, on en a déjà parlé, hein, la chance n'existe pas. Vu qu'en fait, c'est un ensemble d'éléments qui ont du sens à un moment donné. Et c'est assez amusant comme. J'aime bien ce lien-là. Plus tu as d'infos, plus tu as de chance. Mais en fait, si on y repense, bah non, c'est parce que tu as eu de l'info que tu as cette chance-là. Ça, je trouve que c'est assez c'est fin et c'est pertinent comme manière de prendre. Et on voit à quel point l'info pour José est important. Hein. Comme tu dis, la connaissance et la prise d'info, c'est vraiment un élément déterminant pour avancer. L'intuition est une espèce de cheminement de prise d'information, à ton avis? Quand on parle d'intuition, est-ce qu'on pourrait parler de collecte d'informations, devenir des collecteurs d'informations non logiques ou en tout cas non perçues comme ça? Oui, absolument. Parce Ouais. que c'est une sorte de... on dit souvent que plus on est observateur, on a de la chance aussi. Mais cette observation doit être plus que simplement ce qu'on observe dans la vie physique. C'est aussi ce qu'on capte sur un plan subliminal, quoi.
Alors, à ça, sur le plan subliminal, j'aime bien parce qu'il revient beaucoup sur les vidéos là-dessus. Il dit, bien sûr que dans le monde objectif, on est limité, il faut l'admettre. Là où on ne l'est pas, et on ne le sera jamais, c'est dans le monde de l'esprit. Donc, si on n'a pas envie de parler de monde de l'esprit, dans le monde subjectif, dans le monde interne, dans le monde intérieur, parce que vous êtes capable de visualiser, parce que vous avez des envies, parce que vous avez des attentes positives, parce que vous avez ces capacités à croire en vous, en croire en ces choses-là, que vous pouvez commencer à construire. Après, et là, Lille a encore reprécisé tout à l'heure, ne restez pas dans un monde de fantasmes, faites que le monde subjectif, donc interne, spirituel, de l'esprit, qu'importe comment, ou subconscient, qu'importe comment vous allez l'appeler, pensez bien à le renvoyer, c'est-à-dire à la remettre dans l'objectif, dans le réel. Sinon, vous allez rester dans un monde de frustration où vous allez vous dire non mais je suis tout le temps dans ma tête en train de rêver des choses, et souvent les gens disent ça, je suis dans ma tête, je suis dans mes rêves, je suis dans mes envies, et mais je suis frustré parce que la vie ne m'apporte pas les choses que je veux. Bah oui, parce qu'il faut un moment ou un autre aussi se bouger de derrière, avancer, et là on revient sur la loi d'attraction, on revient sur tous ces éléments. D'ailleurs, on pourrait se faire un petit podcast, si tu veux, sur la loi d'attraction, vu par Sylva, vu un peu par toi. Moi aussi, j'ai mes notions dessus, ça peut être sympa si ça intéresse les gens. Mais je pense que ça, c'est intéressant à prendre en compte, cette idée-là. Un point que je trouvais sympa, c'est qu'il dit qu'on est des... alors, il ne dit pas problème solver, il a un autre mot que j'avais traduit par tueur de problèmes, mais c'est... en gros, on est... L'idée de Sylva, c'est toujours de se dire on va résoudre les problèmes. Et souvenez-vous, ça, c'est un des points essentiels. Ne partez pas à faire des cas sur des choses qui ne sont pas un problème. Trouvez réellement un problème et qui soit réel pour voir si réellement quelque chose se passe. Ne restez pas une fois de plus dans votre tête, mais devenez des acteurs, des gens du concret pour vous dire ça fonctionne pas, point. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est un retour d'information, un point de référence qui nous permettra peut-être de nous améliorer la prochaine fois. Ouais, alors, ouais, tu sais qu'un truc qui m'a marqué, c'est que je trouve que sur les 7 premières vidéos, il ne parle pas beaucoup d'alpha. Il parle de descendre à 10 Hz. Il dit à la fréquence de 10. Mais il parle rarement d'alpha. Et tu vois, je me suis dit, tiens, il faut que j'en parle à Lee. Alors, au moment où je me suis dit ça, comme par hasard, la vidéo d'après, il en parle. Mais je trouve qu'il ne parle pas tant que ça d'alpha. Je trouve que nous, aujourd'hui, on parle plus que lui on parle d'alpha. Tu vois, il dit il faut descendre à 10 cycles à 10 Hertz. Quoi. Point. À 10 cycles, à 10 vibrations. Il y a des moments, il ne dit même pas cycle, il ne dit pas Hertz, il dit 10 vibrations. Voilà. C'est amusant, ça, cette sémantique. Nous, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup. Aller en alpha, être en alpha. Alors que lui, alors, est-ce que je me trompe, peut-être que je me trompe complètement, mais là, dans ce que j'entends souvent de lui, il ne parle pas tant que ça de l'alpha. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as constaté? Est-ce que toi-même, tu utilises quand même souvent alpha, mais est-ce que tu utilises souvent... Toi, je t'entends rarement dire, oui, il faut que vous soyez à 10. Alors que lui, oui. Parce que pour moi, 10, c'est quand même une mesure et les gens vont pas savoir s'ils sont à 10. Je crois que José l'utilise vraiment comme pour représenter toute la bande, mais c'est le centre de la bande alpha. Donc, c'est vraiment l'idéal. Et c'est pour ça qu'on a le son alpha qui est 10 cycles par seconde, etc. Mais pourquoi il parle? Je crois qu'au départ, quand il a lancé la méthode Sylva, c'est très nouveau cette idée de alpha et on en a parlé beaucoup. Mais au fur et à mesure, il a changé un peu la façon dont il présentait. Donc, là, à cette époque-là, tout le monde savait ce que c'était alpha. Mais, et pareil, quand il a commencé, il parlait d'objectif et subjectif, mais dans les années 60, on n'avait pas fait encore toutes les études sur les deux hémisphères. Donc, lui, il a changé un peu son langage, je crois, au fur et à mesure que les choses ont développé. C'est intéressant. Hein. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Alors, franchement, moi, j'adore les regarder, ces vidéos-là. Je les trouve hyper instructives. Puis, effectivement, tu sens qu'il a un langage qui n'est pas forcément celui qu'on utilise maintenant. Et moi, quoi. Toi, je trouvais ça assez pertinent aussi de dire, au bout d'un moment, on s'en fout. Alors, tu peux être à ton centre, tu peux être à ton niveau, tu peux être en alpha, tu peux être à 10, tu peux être dans la bonne fréquence.
ça ouvre quand même énormément de choses. Et effectivement, et ça, on en avait parlé avec les machines là, le fait de ne pas donner un coup de stress aux apprenants à se dire ouais, mais je ne sais pas si je suis à mon niveau. C'est chouette aussi, c'est se dire mais c'est le niveau que tu dois être aujourd'hui. Ça, c'est, je trouve, une des plus grosses pertinences sémantiques. Tu es au niveau que tu dois être et ce niveau-là est nickel pour ce que tu as à faire maintenant parce que c'est le niveau auquel tu es capable d'arriver. C'est tellement positif et se dire bah ouais, bah c'est comme ça et c'est très bien. C'est comme si un enfant faisait une dictée, il y a 40 fautes, mais tu dis aujourd'hui, c'est très bien, c'est ce que tu es capable de faire. Et demain, peut-être que tu en feras 35 et c'est très bien comme ça. Peut-être que demain, tu en feras 55. Et bien, c'est pas grave, c'est très bien, c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. On va juste travailler et répéter pour que tu puisses arriver au moins de fautes possible et à quelque chose qui est correct. Je trouve que c'est sympa et ça ne met pas de pression aux apprenants. Ouais, un élément. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'on ne l'entend pas souvent. On en a parlé tous les deux. Donc là, on est dans self-training et il dit on peut travailler en alpha les yeux ouverts. Alors, tu vois, c'est pour ça que j'ai rigolé parce que je me dis tiens, il faut que je pose la question à Ali. Il ne parle pas d'alpha et 10 secondes après, il parle d'alpha. Je fais ah, ok. Mais, oui, quand même, oui. Mais j'ai bien aimé cette notion-là. Il dit dans ce cas-là, il faut vous restez au même niveau. Donc, c'est pour que les gens puissent s'améliorer dans leur travail. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait la méthode. Et c'est de dire, bah, vous restez à votre niveau, vous ouvrez vos yeux et vous restez défocalisé. Et c'est vrai que pour les personnes qui font de l'hypnose, vous savez que c'est une des manières de faire la défocalisation ou la saturation de l'ensemble du sens visuel avec un ensemble d'éléments où on n'est plus fixé sur un élément. Et il dit, à partir de là, on peut avoir les yeux ouverts et rentrer en alpha. Et d'ailleurs, ce qui m'a, je crois que c'est après ou c'est un autre moment dans la vidéo, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, où il disait, oui, quand vous avez une information qui peut arriver par le cerveau gauche, alors là, on revient au cerveau gauche, hein, donc qui arrive consciemment c'est une information consciente, fermez les yeux et descendez à votre niveau pour rentrer en communication avec votre cerveau droit, en gros pour aller en transe ou en alpha ou à votre niveau de base, pour rentrer en communication avec votre cerveau droit, donc votre subconscient, pour justement aller interpréter, pressentir, percevoir ce que vous venez de capter consciemment peut-être cacher comme information ou comment vous allez pouvoir l'exploiter au mieux. Et je trouve que ça aussi, c'est pas mal de dire aux gens, il y a des moments dans ton quotidien, tu es trop comme ça, n'hésite pas et pour lui, la fermeture des yeux a du sens à ce moment-là pour nous ramener à notre niveau, pour qu'on se coupe des stimulus extérieurs et à ce moment-là, on descend là où on a besoin, en alpha, à notre niveau, en transe, qu'importe le nom que vous allez utiliser à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette comme notion de dire l'information va arriver d'un hémisphère ou dans ton conscient, mais tu peux l'exploiter en allant voir avec l'autre hémisphère, avec l'autre partie de toi. C'est comme si c'était constamment une espèce de dialogue que tu peux mettre en place volontairement. Tiens, j'ai quelque chose, je ne suis pas à l'aise, mais je ne sais pas pourquoi, mais pourtant c'est très rationnel. Et d'un coup, tu te poses, tu fermes les yeux et tu as des infos supplémentaires qui peuvent te dire mais c'est comme ça parce que. Et je trouve que c'est chouette de l'utiliser comme ça. Et en fait, c'est le principe de tous les exercices en 3-0-3. Les métaux, par exemple, tu commences, tu prends les métaux dans les mains, tu le regardes objectivement et tu renforces cette information des qualités physiques du métal qui est, selon les agissements, qui est maintenant bien imprimé dans ton cerveau gauche. Puis tu fermes les yeux, tu entres en alpha ou à niveau, où tu veux. Et là, tu lèves la main et tu imagines que c'est encore dans la main et tu répètes les mêmes mouvements. Et dit souvent que ça, tu transfères les informations d'hémisphère gauche à hémisphère droite. Et maintenant, ça fait partie de ton monde subjectif. C'est génial. Et ben, tu vois, c'est génial que tu le rappelles parce que je trouve que c'est un. Tu vois, moi, en le réécoutant de cette façon-là, en ayant repensé à ça tout à l'heure, en me disant, mais ouais, mais c'est hyper intéressant. Tu peux prendre ton info là et te dire, OK, c'est peut-être pas qu'une info. Je me pose 5 secondes. Je laisse voir ce qui se passe d'un point de vue intuitif, d'un point de vue subconscient. Et bien oui, effectivement, c'est génial de rappeler que ça, c'est associé au 3-0-3. Génial. Et c'est vrai que le 3-0-3, soyons quoi. Moi, je parle pour moi, mais je sais que quand j'en parle, souvent, et on en avait parlé pendant le cours d'instructeur, c'est un peu
la facette où on comprend pas trop, on fait des trucs, on y va, on aime bien ou on n'aime pas, mais tu vois, et je trouve que c'est bien, là, c'est une super remarque de ramener ça. Le 303 nous sert à ça, et c'est chouette. Pouvoir, en fait, enclencher, exploiter la transe, le niveau, etc., pour aller choper de l'information d'un point de vue subjectif. Et donc, on part d'un vrai truc objectif vers quelque chose de plus subjectif, mais qui va nous amener des points de référence, des éléments et des choses peut-être qu'on n'a pas captées à ce moment-là. C'est vrai, oui, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Et tu vois, je trouve que tout ça, ça te fait repenser encore les exercices d'une autre manière. C'est très chouette. Oui. Il y a des niveaux et des niveaux. Hein. Moi, ouais. même après 30 ans, il y a des moments où je suis en train de lire un exercice, je dis, mon Dieu, ça veut dire aussi ça. Et je n'avais jamais vu auparavant parce qu'il y a tellement de profondeur, justement, dans les phrases très simples. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis en plus, on peut le ramener justement à des points de référence de notre quotidien. Et c'est ça qui est chouette, c'est que d'un coup, on peut se dire, ah, mais ça signifie ça. Et puis là, d'un coup, tu te rends compte qu'un exercice avait pour but ça, ou en tout cas, on peut l'associer à ça, et ça nous donnera quelque chose de beaucoup plus utile à un moment donné. Je vais m'arrêter là. Là, tu vois, je ne vais pas commencer la vidéo 8. On va s'arrêter là. Avec quoi tu voudrais conclure? Là, on a vu plein de choses. Je trouve que c'est assez intéressant de rebondir sur ce que disait José, avec en plus, toi, ta connaissance et ta vision des choses. Qu'est-ce qui, pour toi, là, de tout ce qu'on a dit, ressort spontanément avec ton cerveau gauche, avec ton cerveau droit, pardon. Donc, pour revenir aux boucles au départ, où tu as dit justement qu'il disait que les gens sont trop dans les distractions, etc. Et il disait souvent, et ça m'a fait toujours rire, ah, mais la vie n'était pas supposée être une longue pause café. On est venu pour travailler, pour résoudre des problèmes. Après le travail, tu prends la pause café. Et j'ai trouvé ça vraiment un très beau souvenir de José. Bah, tu sais que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'était à une conférence. Je l'ai ressorti dans une vidéo il n'y a pas longtemps, sur un truc où je parlais d'un truc et je disais, Lee m'a dit que José disait ça et que je trouvais que c'était très très bien. Et j'en ai reparlé, je ne sais plus, à une conférence où je disais, effectivement, moi ça me parle, mais c'est parce que j'ai une valeur travail. Donc après, il y en a qui vont me dire, bah si, non, la vie doit être une pause café, fous-nous la paix, mec. Donc après, ça dépend, mais effectivement, pour la philosophie Silva, effectivement, avant tout, dans le but, c'est quand même d'être dans la résolution de vos problèmes concrets et pas dans des fantasmes et des problèmes qui n'existent pas. Allez dans du concret, du réel, même si vous ramenez ça au niveau subjectif, même si vous allez tout travailler et tenter de résoudre au niveau subjectif, c'est pour le renvoyer à l'objectif, donc créer quelque chose qui va être factuellement perceptible, factuellement vécu. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir dire, OK, j'ai confiance dans ce système, j'ai confiance dans ma technique, j'ai confiance dans mon esprit, j'ai confiance dans ma créativité, ma visualisation, mon imagination. Et ça va faire de vous des personnes plus en phase avec vous-même et mieux dans votre quotidien et mieux avec les autres à ce moment-là. Cool. Génial. Donc pensez à ça, hein, ceux qui n'ont pas la valeur travail, vous nous direz ce que vous pensez, parce que vous avez le droit aussi complètement de penser ce que vous voulez. Dites-nous, est-ce que la vie est une pause café, ou est-ce que c'est pas une pause, ou est-ce que dites-nous ce qu'est la vie pour vous, ça nous fera plaisir dans les commentaires. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez. Ah oui, petite chose avant de finir, je n'ai pas compris. Alors, vous êtes un petit peu en retard par rapport à nous en live, parce que je n'ai pas encore mis les vidéos de Burt Goldman qui arriveront. Hein. Mais là, j'ai mis la deuxième de communication subjective qu'on a fait avec Lee il y a donc 2 semaines, 2 ou 3 semaines, 2 semaines. Et je ne comprends pas. Autant la première, il y a eu 100 vues, 150 vues comme d'hab, hein, et la deuxième, elle a plus de 1000 vues. Alors, si vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez regardé la deuxième vidéo et pas la première, ça serait cool, parce que je ne sais pas pourquoi. Elle a mieux marché que la première, mais vraiment bien marché. Il y a eu plus de 1000 vues en 4 jours, en 3 jours. C'est assez drôle, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'était juste un questionnement de YouTube. Et comme d'habitude, donc n'hésitez pas à partager, à nous poser vos questions. Hein. Vraiment, ça nous intéresse. Et puis, si on peut y répondre, ça sera avec plaisir. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Et merci à vous. Ciao.